Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 février 2022 et j'entreprends la lecture du chapitre que Will Durant consacre à Platon dans son livre Vie et doctrine des philosophes. Voilà. C'est le début, donc je commence à lire et en fait je prends prétexte à cette lecture parfois pour expliquer un peu ma théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, sa perfection, l'unité universelle, la paix universelle, la sagesse, voilà, etc. que vous pouvez retrouver sur mon site mécaniqueuniverselle.net. Donc je commence la lecture. Donc le chapitre premier est consacré, Will Durant le consacre à l'ambiance de l'époque, je suppose. Je le découvre en même temps que je le lis. Si vous jetez les yeux sur une carte d'Europe, vous observerez que la Grèce ressemble à une main de squelette qui étend ses doigts crochus dans la Méditerranée. Au sud de la Grèce, la grande île de Crète, d'où ses doigts avides arrachèrent dans le second millénaire avant le Christ les premiers éléments de la civilisation et de la culture. À l'est, de l'autre côté de la mer Égée, voici l'Asie mineure, actuellement morne et apathique, mais toute palpitante de vie aux jours qui précédèrent Platon, tenant un moment le premier rang par l'industrie, le commerce et l'activité intellectuelle. Alors, ce livre, Will Durant l'a écrit dans les années 30. Il faut pouvoir resituer la période. Je reprends. À l'ouest, sur l'autre rive de la mer Ionienne, voici l'Italie, telle une tour penchée dans la mer, puis la Sicile, et plus à l'ouest encore, l'Espagne, chacune avec des colonies grecques florissantes. Et tout au bout, les colonnes d'Hercule, aujourd'hui Gibraltar. Ce sombre portail qu'aucun marin n'osait franchir. Au nord, ces régions sauvages et à demi barbares que l'on appelait alors la Thessalie, l'Épire et la Macédoine, d'où étaient descendus ou qu'avaient traversé les hordes vigoureuses qui donnèrent ces génies à la Grèce d'Homère et de Périclès. Regardez encore la carte et vous verrez les multiples échancrures de la côte et les innombrables élévations du sol. Partout des golfes et des baies, partout la mer envahissante, partout un sol tourmenté, hérissé de montagnes et de collines. La Grèce fut divisée en cantons isolés par ces barrières naturelles de la mer et du sol. Les voyages et les communications étaient alors beaucoup plus difficiles et dangereux qu'aujourd'hui. Par suite, chaque vallée développa une vie économique indépendante avec son gouvernement autonome, ses institutions, son dialecte, sa religion, sa culture propre. En chacune d'elles, une de cité et alentour, sur les flancs des montagnes, l'interland agricole. Telles étaient les cités-États d'Eubée, de Locride, d'Étolie, de Phocide, de Béotie, d'Achaïe, d'Argolide, d'Élide, d'Arcadie, de Messénie, de Laconie, avec Sparte, et d'Attique avec Athènes. Un dernier coup d'œil sur la carte pour observer la position d'Athènes. Des grandes villes de la Grèce, elle est le plus à l'est. Cette situation l'a désignée pour être la porte de sortie des Grecs dans leur exode vers les activités citées d'Asie mineure, et la porte d'entrée du luxe et de la civilisation qu'offraient ces villes aînées à la Grèce adolescente. Elle possédait un magnifique port, le Pirée, où d'innombrables vaisseaux pouvaient trouver abri. Et elle y entretenait une flotte imposante. Point.
En 490-470 avant Jésus-Christ, Sparte et Athènes, oubliant leur rivalité et joignant leurs forces, brisèrent l'effort des Perses qui, sous Darius et Xerxès, prétendirent faire de la Grèce une colonie de l'Empire asiatique. Dans cette lutte de la jeune Europe contre le Sénile Orient, Sparte fournit l'armée et Athènes la flotte. Alors, le Sénile Orient, la jeune Europe contre le Sénile Orient, je ne le dirais pas comme ça. Je pense que l'Orient avait atteint un degré de sophistication spirituelle qui lui permettait d'être lascif, de jouir de la vie, d'être beaucoup moins violent, en somme, moins guerrier, donc avec un esprit moins perfide, moins rusé. Et on le retrouve par exemple dans l'Iliade avec les ruses qui sont employées dans l'Iliade et l'Odyssée. Donc, effectivement, c'est un peuple jeune qui se constitue, sans doute, la Grèce, et qui a toute cette agressivité. Mais ça ne met pas un point, ça n'éclaire pas une sorte de domination. Peut-être une domination guerrière, probablement, puisque quelques Grecs ont réussi à maîtriser un empire, l'empire de Darius et de Xerxès. Mais au niveau sophistication spirituelle, peut-être qu'il faudrait reconsidérer la question. À mon sens, c'est important. Voilà, il y avait une sorte de lascivité, c'était les jardins des mille et une nuits, voilà, il y avait une sorte de... Peut-être, hein, parce que je parle beaucoup sur la forme d'intuition, mais il y avait un désir de jouir de l'existence à cette époque-là. Un hédonisme, on va dire, chez les Perses. Et une réflexion plus calculatrice, philosophique, chez les Grecs. Voilà pour mon point de vue. Mais toujours ces points de vue, il faut bien considérer que je n'ai pas de cursus universitaire. Et je parle bien souvent sans avoir lu, sans avoir compris, donc d'une façon intuitive. Et il est nécessaire donc de mettre sous la lumière de la connaissance, des connaissances, ce que je dis, ce que j'imagine. Donc, la guerre terminée, Sparte démobilisa ses troupes et souffrit de la crise économique que cette opération a pour inévitable conséquence. Tandis qu'Athènes, transformant sa flotte de guerre en flotte marchande, devint l'une des plus grandes cités commerciales du monde ancien. Alors une autre chose que ça stimule chez moi, cette question de la crise économique. Parce qu'en fait, depuis les Grecs et bien avant très certainement, le mécanisme des crises économiques n'a cessé de jalonner l'évolution de l'humanité. Et encore aujourd'hui, nous sommes soumis à ce genre de choses qui, bien souvent, éjectent du système, met sur le carreau, appauvrit les plus pauvres, principalement, jette sur
sur les routes des humains les plus vulnérables, etc. Alors je me demande comment se fait-il qu'on ne commence pas à comprendre et à analyser les mouvements avant-coureurs de ces crises, ce qui les génère, ce qui les engendre. Est-ce que c'est un système classique, par exemple, le système boursier grossit jusqu'au moment où des bulles se forment et ils ne peuvent qu'exploser et donc jeter dans la crise. Les moments de violence entre les puissances poussent à la guerre, au conflit, et donc derrière engendrent, pour ceux qui y vivent, des crises. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer à comprendre qu'on peut faire un monde différent pour s'exonérer de ces crises? Voilà. Alors, je prêche depuis très longtemps, et surtout sur ces vidéos-là que je suis en train de faire depuis quelque temps, celles que j'ai fait sur Kant, à propos de Kant, celles que j'ai fait sur Schopenhauer, etc. Je pense qu'il est temps de commencer à entrevoir que nous pouvons, au lieu d'évoluer par antagonisme, par neutralisme, par violence, par guerre, par conflit, par destruction et reconstruction, commencer à travailler de façon consciente, dans le même sens, universel, en prenant conscience que notre but est d'atteindre l'état de perfection, que nous travaillons à ça de façon intuitive, sans le savoir, et c'est ce que nous faisons, nous construisons progressivement cette perfection pour les descendants futurs qui après nous viendront, et qu'il est temps maintenant de faire cela de façon consciente, de réaliser cette évolution de façon consciente, au moins de prendre conscience qu'on doit prendre conscience de ce sens. Voilà, je continue. Sparte retomba dans l'isolement de sa vie agricole et dans la stagnation, pendant qu'Athènes devenait un marché et un port actif où se rencontrait toute la variété de races, de mœurs et de cultures, dont le contact et la rivalité prêtaient à la comparaison, à l'analyse et à la réflexion. Voilà encore une chose que je voudrais dire, ce qui ça stimule en moi. Toute une variété de races, c'est ce qui a fait le bonheur, la beauté et sans doute la richesse et l'intelligence d'Athènes. Et alors on peut comparer avec les États-Unis du siècle précédent. C'est exactement la même chose qui en a fait la richesse. C'est ce qui fait la richesse de notre pays, la France. Nous avons la chance d'avoir toutes les communautés du monde sur notre terre. Nous avons la chance d'avoir toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les ethnies, toutes les communautés dans ce beau pays qu'est la France. Malheureusement, nous en sous-estimons l'importance. Parce que si nous ne sous-estimions pas l'importance de cette diversité, la force qu'elle crée, elle a créé, imaginons la force qu'elle a créée aux États-Unis, où venaient toutes les communautés, de tous les pays, ils arrivaient, et chacun avait envie de réussir, etc. L'intelligence des Américains, ça a été de donner à chacun les moyens de réussir, de faire monter les meilleurs de leur communauté,
les meilleurs de leur groupe, les meilleurs de leur famille, de les pousser, de les stimuler, de leur offrir toutes les opportunités. Le problème de la France actuelle, c'est qu'il fonctionne sous le népotisme. Quelques groupes thésaurisent les privilèges et empêchent cet ascenseur social de monter. Ils ne le font pas exprès, c'est juste un mécanisme. Voilà, quand on est dans un système, on arrive dans une position dominante, on aide les gens autour de nous, etc., etc. Mais au final, ça a empêché un paquet de communautés de pouvoir être heureuses en étant dans le système, en choisissant de rentrer dans ce système et de donner le meilleur d'eux-mêmes à ce pays qui les accueillait. Et c'est ce qui fait que toute une énergie qui est en banlieue, etc., alors bien sûr, on bénéficie de cette énergie, de cette intelligence, de cette créativité, de cette jeunesse, de leur diversité, de leur culture, de leur morale, de leur éthique, qui est particulière et qui vient s'ajouter à d'autres éthiques, etc. Mais il y a un tel gâchis, on perd une telle énergie en ne mettant pas vraiment les moyens de partager, d'abord de faire tomber ce racisme qui est une plaie en fait, qui empêche les groupes, les derniers arrivants, quand ils se sentent rejetés, quand ils sentent que 30% de la population les déteste, et quand quelle envie ils pourraient avoir de vouloir s'intégrer à d'autres communautés, rentrer dans d'autres communautés, si ça demande tant d'efforts, si à chaque fois ils reçoivent de la violence, de la haine, du délit de faciès, etc., etc. S'ils ressentent ça en permanence, quel effort ça réclame? Bien sûr qu'heureusement, un grand nombre arrive à franchir ces barrières et arrive à dire bon, on s'en fout de ces abrutis qui nous regardent comme ça, qui pensent ça de nous, etc. Moi, voilà, passer au-dessus de tout ça et rentrer dans le système créatif pour donner le meilleur d'eux-mêmes à la France. Il y en a quelques-uns, mais quel gâchis, quelle perte d'énergie. On laisse un potentiel aller s'exprimer commençant où il n'y a pas de travail, ça peut aboutir que dans la voyoucratie, que dans le désespoir, que dans la maltraitance de soi-même, que dans l'inactivité, l'ennui. Pourquoi cette France qui se dit intelligente et qui cherche à être le plus efficace possible ne comprend pas qu'elle perd peut-être 60% de ses capacités? On devrait être 60% plus loin que ce que nous sommes, nous en France. On a complètement régressé par rapport à ce que nous étions quand il n'y avait pas ce problème-là, quand l'intégration se faisait correctement dans les 30 Glorieuses, dans cette période-là, ou avant la guerre, quand les Espagnols, les Juifs d'Europe de l'Est, etc., les Africains venaient en Europe pour faire de l'art, pour amener de la nouveauté. Là, pourquoi on était au top à ce niveau-là? Parce qu'on savait intégrer, on savait accueillir, on savait accepter l'autre et lui donner toute sa place. C'est ce qui s'est fait pendant les 30 Glorieuses. Les gens étaient là. Et à partir du moment où le marché a pris le pouvoir, il a complètement oublié les banlieues, il est tombé dans l'élitisme, il a construit une nouvelle élite à partir des années 80,
une élite sourde et égoïste qui s'occupait que d'elle-même, que ce soit ceux de gauche ou ceux de droite, c'était exactement pareil. Ils ont juste profité des choses et ils n'ont pas pensé du tout à toute cette population qui vivait en banlieue, qui était cantonnée dans des ghettos, etc. Et qu'on laissait à l'abandon, à qui on ne donnait pas sa chance. Voilà une erreur fondamentale de la France. Et ça, je lutte contre ça en ce moment. J'écris sur les réseaux sociaux, mais c'est une aberration. Comment ne pas retourner vers sa communauté, rester entre soi quand on sent autant d'hostilité à l'extérieur, quand on se sent tellement agressé? Comment ne pas être révolté, euh, avoir une haine contre ce système qui vous repousse, qui ne vous accepte pas? Et donc, voilà, de vouloir être, de retrouver, rester au sein de traditions, durcir ces traditions, parce qu'on nous refuse l'accès. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas c'est pas l'immigré qui refuse de s'intégrer, c'est l'accueillant qui ne sait pas comment le faire. Soit il n'a pas fait exprès. On ne peut pas dire que le monde sous le néolibéralisme depuis les années 80 a fait exprès de maintenir dans les ghettos les communautés qui arrivaient. Il l'a fait par simple égoïsme, il le savait, il ne s'est même pas rendu compte de ça. C'est simplement qu'il a thésaurisé toute la visibilité. Il n'y en avait que pour lui. On ne voyait plus que l'élite pendant cette période-là. Et donc, ceux qui étaient... Et on n'a pas donné les moyens, on ne s'est pas donné les moyens de donner les moyens corrects à cette partie de la population qui avait besoin de beaucoup plus d'écoute et de soins. Il y avait besoin de faire des écoles avec très peu d'élèves, un service social intense, une organisation sociale et une mixité possible, etc. Tout un tas de choses qui pouvaient être faites avec bienveillance. On a manqué totalement de bienveillance. Alors maintenant, eh ben, il faut résoudre le problème. Et pour résoudre le problème, la perversion va dire c'est leur faute. C'est eux qui ne s'intègrent pas. Voilà, c'est ce qu'on disait de ceux qui vivaient dans les ghettos avant. À chaque fois qu'un groupe social était enfermé dans un ghetto, on disait qu'ils ne s'intègrent pas et qu'ils restaient entre eux. Bien sûr, si en sortant, ils ressentaient que de la haine, que d'un regard négatif, etc., comment voulez-vous passer? Bien sûr, il y en avait quelques-uns qui arrivaient à passer, mais la plupart restaient dans les ghettos. Voilà exactement ce qui a été fait. Et malheureusement, c'est exactement ce qui continue d'être fait aujourd'hui. Et si on veut vraiment, c'est pour ça que je dis que les tenants là du grand remplacement, enfin de ces idées totalement absurdes, sont assimilés, qui se disent nationalistes, qui disent qu'on aime notre nation, c'est par amour pour la France que je veux ça, etc. Parce que j'aime la France, je préconise ces idées, etc. Voilà. D'opprimer, en fait, de maîtriser ceux qui sont les plus faibles et qui souffrent le plus et qui ont plus que leur dignité, d'une certaine façon, leur colère pour pouvoir s'exprimer. Il faudrait encore les matraquer pour les maintenir. Parce que c'est ce qui est préconisé finalement, c'est par la force. Ces hommes-là, qui ne comprennent pas la chance qu'il y a, ils sont exactement similaires
et qui disent moi j'aime la France, je suis un amateur de la France, etc., etc. Ils sont comme ces dictateurs qui disaient moi j'aime mon pays, c'est pour mon pays, je suis. Voilà, ces dictateurs qui, au siècle dernier, en disant qu'ils adoraient leur pays, l'ont conduit au chaos, à la ruine, à être massacrés. Et ils se sont fait flinguer par le pays qui disait qu'ils adoraient. Donc c'est pas aimer son pays que ce faux nationalisme. Le vrai nationalisme a la conscience ouverte. Il est complètement ouvert. Il sait ce qui est bon pour son pays. Et ce qui est bon pour notre pays, c'est de donner à chacun sa chance. C'est de faire tomber totalement le népotisme. C'est de ne pas laisser prendre la place par quelqu'un qui n'a pas, qui est pas bon, simplement parce que c'est un copain. Mais au contraire, faire monter les potentiels. Ouvrir les potentiels, ouvrir les portes, interdire le racisme, interdire la xénophobie, interdire la maltraitance de ces banlieues. Voilà, ce qui exige de former les forces de l'ordre qui vont dans ces banlieues. Les former alors qu'ils sont pleins, voilà, ils ont un grand cœur, la plupart, mais on leur exige d'être impitoyables, alors qu'il faudrait qu'ils soient bienveillants. Et ils demanderaient que ça, de communiquer avec ces jeunes avec qui leur ressemblent en réalité. On monte les uns contre les autres. Et ceux qui font ça, il y a même des gouvernements qui font ça chez nous. Certains gouvernements ont favorisé cela. Ça veut dire qu'ils n'aimaient pas du tout la France. Parce que quand on aime la France, on fait l'inverse totalement. Et c'est eux qui sont à l'origine de ce déclin de la France. Et ce déclin de la France, il vient depuis les années 80. Il a commencé à ce moment-là, et là, plus on avance, plus on va dans le déclin. Et plus on aura des pensées stupides de peur, de grands remplacements, etc., etc., et de matraques, et de coups, et d'asservissement, et d'écrasement de l'ego, etc., de l'autre, au lieu de mettre de la bienveillance, et plus on régressera. Donc voilà, le grand reflux dont parlent certains philosophes, eh bien, ces mêmes philosophes en sont les acteurs, en soutenant des pensées comme ça, au lieu de comprendre réellement les choses. Voilà ce que je pense. Donc, pendant qu'Athènes devenait un marché et un port actif où se rencontraient toute une variété de races, de mœurs et de cultures, dont le contact et la rivalité prêtaient à la comparaison, à l'analyse et à la réflexion. Non seulement ça a éclairé les penseurs de l'époque, les philosophes de l'époque, de voir toute cette diversité, ce multiculturalisme, mais un paquet s'intégrait totalement et a donné tout leur potentiel, leur génie, parce qu'il y avait des génies, parce que dans les banlieues, il y a des génies. Dans chaque communauté qui sont là, il y a des génies. Il y en a autant dans ces banlieues qu'il y en avait quand en France on avait des Coluches, je sais pas moi, voilà, des Picasso, etc., qui venaient de chaque contrée du monde.
et qui ont donné leur génie à la France. Dogmes et traditions finissent par s'user en se rapprochant. Là où s'affrontent tant de foi différentes, l'on en arrive à douter de toutes. Probablement ce furent les marchands les premiers sceptiques. Ils avaient trop vu pour être crédules. Et les tendances habituelles à classer tous les hommes en naïfs et en coquins les inclinaient au doute universel. Peu à peu, la science progressa grâce à eux. Les mathématiques se développèrent avec la complexité croissante de l'échange. L'astronomie avec l'audace grandissante de la navigation. La richesse apporta le loisir et la sécurité, qui sont les conditions prérequises à la recherche et à l'étude. Les hommes demandèrent aux astres non plus seulement les routes de la mer, mais encore une réponse aux énigmes de l'univers. Les premiers philosophes grecs furent des astronomes. Exaltés par leurs exploits, dit Aristote, les Grecs, après les guerres médiques, s'adonnèrent à toute discipline scientifique, sans distinction, uniquement en quête de savoir. Ah, il avait compris. Voilà les génies, comment ils étaient. Les hommes se risquèrent à des explications naturelles de phénomènes et d'événements que l'on attribuait auparavant à des causes ou à des puissances surnaturelles. La magie et le rituel cédèrent peu à peu le pas à la science et au contrôle, et la philosophie commença. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et on reprendra dans la foulée. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.